Bonjour, je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Une entente entre Iron Ore Company de Rio Tinto a été conclue entre les Inuits de Uashat Makmaniutenam et Matimekush-Lac-John. Mais plusieurs membres questionnent la transparence dans les démarches des deux conseils. Pour eux, il est question de consentement éclairé. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Les roches de la honte. Les Inuits ont appelé ce geste symbolique. Les deux roches de fer dont la compagnie leur avait fait cadeau initialement, il y a de cela presque 50 ans. Mais en 2014, Uashat Makmaniutenam et Matimekush-Lac-John ont décidé de retourner les roches devant les bureaux de la Iron Ore à Montréal. Dans les années quand j'étais jeune, à Schefferville, tous les employés qui montaient dans le nord, on leur construisait des maisons. Tandis que nous autres, on restait dans les bidonvilles, en arrière, pour travailler pour ces mines-là. Les deux communautés ont été impliquées dans une procédure judiciaire de 900 millions de dollars contre la compagnie pour les dommages causés à leur territoire ancestral. Mais maintenant, il apparaît que les relations se sont améliorées. Il y a une entente signée entre les deux parties. L'entente Usinyun, qui veut dire renouveau en Innu, a été signée le 3 décembre 2020. Donc, elle a été entérinée par les deux communautés autochtones, donc la communauté de Matimekush-Lac-John, celle de Uashat Makmaniutenam, et elle a été signée par le président de Rio Tinto IOC, Clayton Walker. Donc cette entente-là est en vigueur. Selon le Tendre, cette entente est pour la durée de vie de la mine. APTN a obtenu une copie de cet accord appelé l'entente de la réconciliation et de la collaboration. L'une des conditions est l'abandon de la poursuite de 900 millions contre la compagnie. La compensation indiquée dans l'accord est de répartir une grosse somme d'argent pour partager entre les deux communautés. Selon la copie du document, un montant annuel à donner dans les centaines de milliers, ainsi qu'un pourcentage annuel en fonction de la production minière, et de s'assurer que IOC n'ait pas d'impact indu sur la culture inoue et l'aspect environnemental. De coopération environnementale, de consultation, pour s'assurer que s'il y a un impact sur le Nitassinan, dans le fond, qu'il va y avoir des mesures qui vont être prises pour essayer de limiter ces impacts-là le plus possible. La compagnie doit aussi faire des excuses pour des dommages précédents réalisés par ses activités minières que IOC assure avoir faites. Le Tendre dit que cette entente a été faite en toute transparence, avec un taux de participation de 50% pour le référendum de Matimekush-Lac-John. Mais évidemment, donc, les membres des communautés qui sont directement concernés ont eu l'occasion de consulter les ententes, ont été consultés. Dans le cas de Matimekush-Lac-John, il y a eu un vote qui a été pris avec 82% des personnes qui se sont prononcées en faveur. Dans le cas de Itum, ils ont choisi de faire ça par un vote du conseil après avoir fait plusieurs réunions en personne, après avoir partagé de l'information sur le web, tout ça. Aucune des deux communautés Innu ne confirme que l'entente a été signée et ils n'ont pas répondu à une demande d'entrevue à APTN pour ce reportage. Lorsque nous avons parlé aux membres de Matimekush-Lac-John, plusieurs nous ont parlé d'un manque de transparence. Martial Pinette, quant à lui, estime ne pas avoir été bien informé en lien avec cette entente. Il dit qu'il ne l'a pas vu malgré sa recherche pour essayer de l'obtenir et de le consulter. Il y avait différentes histoires de comment le démarche qui était faite. Puis, parce que moi, personnellement, j'ai parlé avec différentes personnes, puis il y avait différentes histoires de quand ils me répondent, puis j'ai dit, OK, c'est qui je vais écouter. Les conseils des deux communautés ont créé un site web l'année dernière pour informer les membres de la communauté de l'accord. Mais lors de la recherche sur les réseaux sociaux, il n'y avait qu'une seule promotion du site web, une seule publication le 25 août dernier.
Seul un communiqué relatant la signature d'une résolution de Uashat-Macmillan-Utenam a été publié en octobre 2020. Maintenant que l'accord est fait, Martial Pinette voudrait le voir. Pinette, natif de Matimekouche-Lac-John, vit et travaille dans la communauté de Uashat. Cela a été difficile pour lui de consulter l'entente. On le lui a refusé. J'ai dit, OK, mais tu vas avoir des informations de c'est quoi que la communauté a mis dans cette entente pour Rio Tinto, aussi. Et il m'a dit, c'est confidentiel. Donc, j'ai dit, OK, peut-être c'est plus mieux qu'il m'a après ça, il m'a dit, elle a dit, peut-être c'est plus mieux que tu écoutes les chefs quand ils parlaient dans la radio. Encore aujourd'hui, il ne sait pas s'il y a bien eu signature. Je ne sais pas où je vais être, c'est quoi la vraie vision de cette entente. C'est ça où j'ai arrêté, que j'ai posé des questions, puis l'entente a été signée. Je ne sais pas s'il est encore signé. Martial Pinette pense que oui. Il y a eu un référendum, mais selon lui, il y a un manque de consentement éclairé. Beaucoup de monde a demandé des questions. Où on va aller cette entente? C'est quoi le bénéfice par cette communauté, les deux communautés qui touchaient? J'ai questionné plusieurs fois, moi aussi, parce que si on a signé cette entente, et il m'a dit que ça va être pour 50 ans. Mais si tu gardes 50 ans, là, c'est loin. Il semble que, pour beaucoup, cette dernière tentative de réconciliation de la part de IOC est plus concrète que les précédentes. Mais il ne serait pas vrai de dire que tout le monde est d'accord. Sylvie Ambroise, nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Il y a plus qu'un mois que nous avons diffusé un reportage concernant les signalements à la naissance émis en Abitibi-Témiscamingue. L'agent d'accès à l'information du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue chargé du dossier nous a envoyé des données incorrectes pour ce reportage. Voici les bonnes données. Les nouveaux chiffres transmis révèlent qu'en moyenne, environ 30% des signalements à la naissance en Abitibi-Témiscamingue concernent des nouveau-nés autochtones. Les peuples autochtones représentent environ 4% de la région. En 2020, il y a eu un total de 54 signalements à la naissance, dont 17 concernaient des bébés autochtones. Et en 2019, il y avait des chiffres similaires, soit 18 des 54 signalements à la naissance concernant des nouveau-nés autochtones âgés de moins de 3 jours. Au retour, on vous parle de la violence conjugale qui sévit au Québec. Et le nord du Québec n'est pas épargné. Restez là. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. La violence conjugale est hors de contrôle au Québec. 10 femmes ont été assassinées en l'espace de 10 semaines. 2 d'entre elles étaient Inuits. Une question est soulevée. Comment les communautés du nord du Québec peuvent-elles réagir face à la crise, alors que la distribution des services y est discutable? Voici le reportage de Lindsay Richardson. She was a very caring person. Même si Kataluk Paningayuk avait 5 ans de moins que sa sœur Maggie, elle a montré l'exemple à suivre. Yeah, she was doing the things that I'm not doing. Like, she was more occupied than I was. That's how she was very outgoing. And she was well known by the community, like, for helping. For instance, if somebody died, she would be going to the places where people who just lost families, for sympathy or like to be there for them. Coup de sort tragique. Kataluk a été tué dans le cadre d'un meurtre-suicide présumé à Vuivik à la fin du mois de mars. Elle est l'une des 10 femmes québécoises qui ont été tuées au cours des 10 dernières semaines. Et il s'agit du 2e décès attribuable à la violence conjugale recensée sur le territoire inuit de Nunavik. Bien que le Québec ne parle d'une crise que maintenant, la violence conjugale est une triste réalité que connaissent bien les femmes de la région subarctique de la province. Le Nunavik compte environ 13 000 habitants.
Pourtant, plus de 12 000 accusations de violence conjugale y ont été déposées et 3 décès ont été enregistrés au cours de l'année 2019 seulement. Malgré la situation au niveau des services, There's nothing to offer, but there's not much. Le Conseil régional de la santé affirme que le haut taux de roulement et d'épuisement professionnel fait en sorte qu'il est difficile de mettre des programmes sur pied. 3 refuges pour femmes portent le poids des 14 collectivités isolées du Nunavik. So for sure, to access that women's shelter or that service, you need to reach out to social services, for example, or a community worker, and then you sometimes have to make the difficult choice to either leave your community to go somewhere else or stay in the community, but with all that goes with it. So, selon Services aux Autochtones Canada, plus de 70% des communautés inuites à l'échelle du pays n'ont pas accès à des refuges d'urgence ni à d'autres types de logements. Le gouvernement fédéral a promis de verser des centaines de millions de dollars pour corriger la situation. Le Québec, avec son budget de 2021, s'est engagé à verser moins de 5 millions de dollars pour lutter contre la violence conjugale de façon exhaustive. Ceux qui comprennent le contexte particulier du Nunavik savent que ce montant n'est pas suffisant. The population has suffered a lot over a small period of time, and there's a lot to address, and there's self-esteem to be rebuilt as individuals, but also as a culture and as a community. Pour contrer le problème de la violence conjugale, l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a demandé aux communautés de sensibiliser les hommes et les garçons au caractère inacceptable de la violence faite aux femmes et aux filles inuites. See here, there's a nice driftwood that they picked up off the island. À Inukjuak, l'Association des hommes Unok contribue à cette tâche en amenant des jeunes hommes sur les terres ancestrales à des fins d'enseignement et de guérison. There's some youth now that have, single mothers that do not have, the fathers in their picture anymore, that can teach those skills. There's other target groups, the ones that are just coming out of the justice system, that are coming out of prison. They have no employment. There are a lot of the employment opportunities of them have been closed because they have criminal records. So we support them as well, put them, helping them to get back on their feet. Tommy Palliser affirme que d'autres communautés du Nunavik souhaitent lancer leur propre programme. Cependant, pour obtenir du financement, il faut faire preuve de créativité. Needed so much in so many ways, I guess you can say, and we can certainly sleep a lot better. You can say that. Maggie est d'accord. Les lacunes dans les services nuisent autant aux hommes de sa communauté qu'aux femmes. Avant le meurtre de sa sœur, Maggie a quitté sa communauté pour se faire soigner au sud. Elle a été 20 ans dans une relation de violence. Selon elle, le service de consultation lui a sauvé la vie. I needed to heal from my childhood, like growing up, not just with my ex, going through counseling and going through detox taught me how to value myself. People who don't have things like that, who don't have a place of their own, who's struggling, they don't really get to do anything at all because there's nothing that they can really do. Maggie espère maintenant que les hommes et les femmes inuites pourront, comme elle, obtenir de l'aide, parce que personne ne devrait perdre une sœur de cette façon. We have to let go if our loved ones, even though that we don't want them dying, and if we let them go, that's the best remedy for the life of ours. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Une première collaboration entre APTN et Radio-Canada pour une fiction dramatique. Pour toi, Flora, écrite, réalisée et produite par des Autochtones abordant les pensionnats indiens au Québec en une série de 6 épisodes. Voici Shoshan Bacon qui s'est entretenue avec la réalisatrice. Just want to find Heather and bring her home. I just want her here. Rustic Oracle, le deuxième long métrage de Sonia Bonspiel-Boileau, a traité du difficile sujet des femmes autochtones disparues et assassinées. Maintenant, pour son prochain projet appelé Pour toi, Flora,
la femme Mohawk s'attaque à l'histoire troublante des pensionnats indiens. Je veux faire partie d'une réappropriation de notre histoire. Je veux qu'on raconte notre histoire, mais je veux qu'on la raconte bien. Je veux qu'on la raconte avec amour et respect pour les gens qui ont vécu ça, puis les générations qui vivent encore avec les répercussions de ça. Selon Bonne-Spil, pour toi, Flora sera tournée en territoire Anishinaabe dans la communauté de Kedigan-Zibi, d'où est originaire le producteur Jason Brennan. Cette série mettra en vedette dans les rôles principaux Dominique Pétain, Marco Collin, Virginie Fortin, Samiane et Mylène Saint-Sauveur. Je suis très consciente du poids de cette série-là, puis de ce que ça représente pour les survivants, puis pour les familles, puis en fait pour nous tous dans les communautés. Mais je suis aussi consciente de la valeur de ce projet-là, puis ce que ça peut apporter pour l'avenir, mais aussi pour les relations avec les non-autochtones. Bonne-Spil espère que malgré la lourdeur de l'histoire, que la série soit porteuse de lumière, d'espoir et de beauté. La diffusion sera au printemps prochain sur ICI Télé à Radio-Canada et sur nos ondes à APTN. Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake, Québec. Après la pause, je vous présente une entrevue avec le grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw. Nous parlerons des différends qui sévissent au sein de la Nation Atikamekw. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Chez les Atikamekw, il y a de la division et certainement des cassures, suite à une démission du Conseil de Wemotaci, le prouvant. Et le système de gouvernance du Conseil de la Nation Atikamekw est critiqué par un rapport indépendant. Voici le grand chef Constant Awashish pour nous parler de son point de vue. Oui, grand chef Constant Awashish. Oui. Puisqu'il est question de décentraliser le pouvoir et aussi une question d'ingérence, pourquoi pensez-vous que la division entre la politique et l'administration n'apporterait pas plus à la nation Atikamekw quand il est question de remplacer les chefs au conseil d'administration du CNA par les directeurs généraux des communautés? Je pense que la situation est beaucoup plus compliquée que ça, là. Oui, je comprends la volonté. Je comprends également ce qui a été apporté comme solution dans le rapport de diagnostic qui est sorti dernièrement. Mais moi, mon première impression, c'est sûr qu'il faut parler. Il va falloir à un moment donné là, ouvrir le dialogue puis être ouvert à des solutions. Oui, présentement, c'est les chefs qui ont été mis en place, les chefs qui en quelque sorte là, les représentants politiques qui sont reconnus là, en tant qu'entité politique par les gouvernements. Maintenant, si on remplace les chefs par les directeurs généraux, mais c'est comme faire indirectement ce que tu peux faire directement en réalité. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les directeurs généraux là, relèvent des conseils de bande et des chefs des communautés. Pour en arriver vraiment là, à sortir l'administratif du politique, je pense qu'il va falloir également sortir l'administratif du politique dans les communautés également. Le manque de communication a été soulevé aussi entre le CNA et les 3 communautés. Que répondez-vous à ça? Je pense qu'il y a une amélioration à faire. Là. Le constat a été fait, là, même nous à l'interne, on a fait un diagnostic organisationnel au niveau des communications. Et c'est ce qui était ressorti. Là. Il fallait augmenter nos communications, mais pour ça, il faut augmenter nos ressources. Quand on parle d'augmenter nos ressources, mais il faut trouver une façon de financer ces ressources-là. Mais également, il y a déjà une certaine forme de communication. Comme vous savez, là, les chefs font partie du conseil d'administration. Les décisions qui sont prises au conseil d'administration sont envoyées directement à tous les membres élus là, des 3 communautés. Et régulièrement, là, il y a des communications, soit à la radio ou Facebook, là, dans les nouveaux médias, mais également à chaque année, là, il y a un AGA, parce que les gens, on présentent là, les états financiers,
tout résultat, là, ce qui concerne l'administratif, mais également un AGS qui vient avec ça, qui concerne, c'est le rapport du négociateur ou de la négociatrice en chef qui est fait là, auprès de la population. On l'a vu dans le passé où il y a des gens qui sont élus au niveau local et souvent le national les dérange. Donc, je pense que c'est cette question-là qu'il faut revoir. Puis comment en arriver à quelque chose qui va être pérenne là, pour l'intérêt de tous les membres de la nation. Et il y a beaucoup de dialogues là, qui se passent présentement entre les élus. Puis je pense que la solution qui est amenée, c'est vraiment d'aller de l'avant avec la Constitution Atikamekw qui avait été préparée là, depuis plusieurs années, qui est le reflet là, de la volonté de nos aînés, le reflet de la volonté également de l'ensemble de nos membres. Maintenant, c'est juste qu'on aille de l'avant. Puis, en même temps, oui, on répond à l'ensemble de nos membres, mais on respecte beaucoup la volonté locale des conseils de bande. Et souvent, les choses n'ont pas eu la chance d'avancer comme elles auraient dû avancer parce que certains conseils de bande avaient justement là, un désir qui était différent. Et on est en quelque sorte un peu dépendant d'une certaine volonté de ces conseils de bande. Dans l'analyse d'un organisme indépendant sur le diagnostic organisationnel et opérationnel du CNA, reconnaissez-vous le travail qui a été fait et qu'est-ce qui se passe par la suite? Ah oui, c'est nous qui avons commandé ce travail-là. C'est le conseil d'administration du Conseil de la Nation qui a demandé de faire un diagnostic organisationnel. Comme je mentionnais tantôt, la relation est très compliquée entre le national et le local. Et pour nous, c'était important de connaître les préoccupations des élus, là, des communautés, mais également des directeurs, comment eux voient ça, comment ils le perçoivent également. Il faut comprendre que le diagnostic organisationnel représente là, vraiment les conseils de bande. Et maintenant, comment on va concilier ce que les conseils de bande pensent de toute la situation. Mais on salue également là, le travail qui a été fait, la collaboration qui a été faite, mais également le fait qu'ils reconnaissent le Conseil de la Nation Atikamekw comme une entité qui est importante, malgré là, quelques différences. Quand on parle d'ingérence, je pense qu'il y a des interprétations qui doivent être clarifiées. Il n'y a pas encore exactement, là, malgré un rapport qui avait été commandé par une des communautés, de 400 pages par une grande firme d'avocats. Même la firme d'avocats n'a pas réussi à dire là, clairement qu'il y avait de l'ingérence à ce niveau-là. Il y a des ententes qui sont faites avec les communautés de considération Atikamekw. Souvent, je pense que les ententes ne sont pas mises à la connaissance là, des directeurs des communautés. Puis je pense que c'est à ce niveau-là également. La communication, c'est pas seulement CNA et les communautés. Je pense que c'est également élus des communautés avec leur propre personnel et leur propre directeur. Donc, c'est à tous les niveaux de la communication. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas de problème, ça fait plaisir. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. À tous les étudiants universitaires, je vous souhaite une très bonne fin de session. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Yamé.